On reprend sur cette notion de klal ou frat ou chlal, à partir en réalité de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire de klal ou prat et de prat ou chlal. Puisque on se remette bien les choses en tête. Le principe général qui est développé, c'est que chaque fois que la Torah elle parle d'un cas, en réalité, elle parle pas que de ce cas particulier, parce que sinon elle listerait une infinité de cas particuliers. Donc chaque cas particulier engendre potentiellement un ensemble qui ressemble plus ou moins au cas particulier, mais donc c'est flou. Après, toutes les autres catégories elles viennent préciser le périmètre de l'ensemble généré par ce cas particulier. Donc, le cas classique, ça va être quand on va avoir prat ou chlal, le cas particulier suivi d'un cas général. Donc ça c'est assez clair, ça permet de comprendre l'étendue de l'ensemble généré par le cas particulier. À l'inverse, même si ça paraît un peu bizarre, si on a klal ou frat, le cas général suivi du cas particulier, ça vient nous enseigner que l'ensemble, en réalité, se limite au cas particulier, qu'il n'y a dans l'ensemble que le cas particulier. Et maintenant, on a le klal ou frat ou chlal, dont on nous dit dans la formule de la Braïta que ça n'inclut que ce qui ressemble au cas particulier. Et donc, la question qu'on pose, c'est finalement, si klal ou frat ou chlal, c'est juste ce qui ressemble au cas particulier, en quoi c'est différent de juste un mamatsinou, c'est-à-dire juste le cas particulier avec des limites, en quoi est-ce que klal ou frat ou chlal se définit plus précisément l'étendue de l'ensemble généré par le cas particulier, et donc la question sous-jacente qui a ça, qui est celle qui est posée dans Hérouvine, c'est de savoir si finalement, si c'est un peu technique, est-ce que le klal ou frat ou chlal, c'est un sous-cas du klal ou frat, c'est-à-dire c'est un klal ou frat, mais en fait le prat est un prat ou chlal, okay, c'est klal ou prat ou chlal, ou est-ce que c'est un sous-cas du prat ou chlal, et donc c'est un klal ou frat, qui est une sorte de prat, ou chlal. Et ça, c'est la discussion qu'on a eue de savoir comment est-ce que on le définit. Mais avant ça, parce que les deux soukiotes sont liés, on avait vu dans Nazir plutôt que là-bas, il y avait cette discussion sur la différence entre comment ça fonctionnait. Voilà, c'était plus exactement. Parce que celui-là était un peu longue. Voilà, c'était soit un pratourlal, soit un miyutoribouy. C'était assez la discussion là-bas, je ne reviens pas dessus, parce que c'était assez compliqué. Et après, justement, l'Agmara en donc Nazir, Lamed et Amoudbet, disait, je vais reprendre la Souga puisque c'est celle qu'on va avoir chez nous aussi. Et Tania venatata kesef bechol ta'ave nafshecha. D'accord, c'est la discussion de savoir avec quoi qu'est-ce qu'on peut acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Je rappelle pour ceux qui ont pas ça en tête, Maaser Sheni, c'est on doit prélever sur tous les produits agricoles 1/10, et 2 années sur 3, parce que la 3e année c'est donné aux pauvres, les 2 autres années, cet argent-là, ces fruits-là, on doit les emmener à Yerushalayim. Sauf que comme tu ne vas pas forcément les garder pendant 1 an, ça va pourrir, en réalité tu transfères leur valeur sur de l'argent, et ensuite tu vas à Yerushalayim et tu achètes des choses que tu vas manger sur place. Non, mais tu ne peux pas acheter n'importe quoi. On te dit, tu peux l'acheter dans tout ce que tu as envie, okay, donc ça c'est la catégorie générale. Babakar ou batson ou bayein ou bashechar, d'accord, que du gros ou de petit bétail, du vin ou de l'alcool. Donc ça c'est des cas particuliers. Ou bechol achal tishalcha nafshecha, et tout ce que tu auras envie. Donc on revient au cas général, d'accord. Klal ou frat ou chlal, yata dan et alak ain aprat, ma aprat meforash peri vegidule karka, af kol peri mi peri vegidule karka. Donc, de la même manière que tout ce qui est
tous les cas explicités, c'est-à-dire du gros de menu bétail ou du vin ou de l'alcool, c'est des choses qui sont qui se reproduisent et qui se nourrissent de la terre, on va dire ça de manière plus générale, hein, parce que les animaux, ça ne pousse pas de la terre, mais ça se nourrit de la terre. Donc il faut que ça rentre là-dedans. Donc sous-entendu, à l'exclusion éventuellement du poisson qui ne pousserait pas de la terre, ou des oiseaux, etc. Dans les oiseaux, il y a une discussion aussi si ça vient de la... Si c'est né de la... Enfin, ça se nourrit pas forcément de la terre, mais ça pourrait être né de la terre au moment de la création. Sauf que les oiseaux ont été créés le 5e jour et pas le 6e jour. Donc ça fait une différence. Ça, on va le revoir. C'est pas encore la discussion. Là, déjà, on pose la Gemara pose la question. Et finalement, si si on te dit, Mikede klal ufrat, uchlal kain aprat, kain prata, dayinan, d'accord? Si finalement ce klal ufrat uchlal, ça réduit à ce qui ressemble au prat. Klal abatra mai ahine, d'accord? La Gemara est en train d'élaborer la notion, donc elle n'a pas encore forcément tout ce qu'on a dit plus tôt. Elle dit le klal final, à quoi il sert? Ahine il a soufflé kol des damélés. Donc il sert effectivement à ce que l'ensemble défini par le premier klal ne soit pas réduit au prat qui est enseigné en deux, mais qui soit élargi à tout ce qui ressemble au prat. Vetu, prat uchlal ou prat, et il y a un autre cas qui est pas dans la liste, mais qui est intéressant. Si on a prat uchlal ou prat, d'accord, ou là normalement, qui est aina prat, ça fonctionne apparemment comme un klal ou prat uchlal, au sens où là aussi, on inclut que ce qui ressemble au prat. Finalement, c'est un prat uchlal, d'accord. Non, c'est un klal ou prat aussi. Kain prat, dayinan. Oui, oui. Mais c'est un prat uchlal uchlal. Ouais. Prat, uchlal ou frat, d'accord? On dit là aussi ça ressemble à prat, mais finalement, donc le dernier prat, à quoi il sert? Ilav prata batra avamina naase klal moussaf à la prat. D'accord? S'il n'y avait pas le dernier prat, on aurait juste un prat uchlal, et donc l'ensemble déborderait ce qui ressemble immédiatement au prat. D'accord? Mais qui était Tren klalé ou praté ou chlala. Tren klalé ou frata, les tren praté ou chlala. Kain prata dainai, maïka beni ou beni. D'accord? Si finalement, deux klal et un prat, tu me dis que ça inclut ce qui ressemble, ça inclut le prat et ce qui ressemble au prat. Et que deux prat et un klal, aussi, ça inclut ce qui ressemble au prat. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre un klal ou frat ou chlal et un prat ou chlal ou frat? D'accord? Et d'ailleurs, il faudra voir, mais il a l'air de dire, même si c'est pas strictement dans cet ordre-là, il y en a 2 plus 1. C'est quoi la différence? Ika deilu tarten klale ufrata, ika prata de damele afilo bechadsat marbinan, tre prate uchlala, ika prata de dame mishne tzadedim marbinan, bechadsat lo marbinan. Si c'est deux klal et un prat, on inclura, donc finalement, on est plus du côté du klal, et donc on élargira plus l'ensemble, et donc on élargira même ce qui ressemble au prat que par un seul aspect, par une seule propriété. Alors qu'à l'inverse, si c'est un prat uchlal, finalement, on est quand même plus dans le sens de la restriction, donc on inclura dans l'ensemble que ce qui ressemble au cas particulier par deux propriétés au moins. S'il y a deux pratiques. Ouais. Les goûts de pas représenté ce soir. C'est bon, c'est. Je crois que tu es. J'ai démissionné. Ah bon? Toujours. Ça suivra tout le temps.
Euh, donc je reprends pour les retardataires. Là, c'est plus un retard. Là. 35 Désolé. dans la Ça va. Vas-y, 35 minutes. Merci. Donc, je répète ce qu'on vient de voir, parce que c'est important. Attends, peut-être je finis et après, je répète, ok? Ve'etrabe kol mile, mi'et ve'riba, nami riba akol, ve'etrabe kol mile, ma'i ika ben mi'et ve'riba le prat uchlal, ika deilu prat uchlal, marbina anfilu alin ve'lavin, mi'et ve'riba, ok. Donc ça, je passe dessus, on l'avait déjà vu. Mais donc, je répète, donc là, on est dans l'introduction de klal ou prat uchlal. Okay. Klal ou prat uchlal, c'est... Donc, en réalité, la notion fondamentale, c'est que un cas particulier dans la Torah n'est jamais qu'un cas particulier. Parce que la Torah ne peut pas faire la liste de tous les cas particuliers. Donc, un cas particulier, ça inclut un ensemble de choses qui lui ressemblent, plus ou moins, mais avec des contours flous. Donc, après, klal ou prat, prat uchlal, klal ou prat uchlal, etc., ça vient nous donner des paramètres supplémentaires. Okay. Donc, l'idée, c'est que si on a un prat uchlal, c'est pour nous donner l'extension maximale de l'ensemble. Okay. C'est-à-dire que le cas particulier n'est qu'un exemple et que c'est l'ensemble le plus large possible défini par le cas général qui est pertinent. À l'inverse, si on a klal ou prat, le cas général suivi du cas particulier, c'est pour nous dire que l'ensemble ne contient que le cas particulier. C'est un ensemble à un seul élément. Paradoxalement, klal ou prat, c'est le plus restrictif. Et quand on a klal ou prat uchlal, on inclut ce qui ressemble au prat. Okay. Donc il y a des propriétés communes avec le prat. Mais klal, c'est la généralité. Ouais. Le prat, c'est Le cas les particulier. et on repart sur du klal. Ouais. Mais il n'y a plus rien. Puisque si tu dis la généralité, c'est le cas particulier, comment le cas particulier peut généraliser? C'est ce qu'il dit. C'est qu'il dit justement, si tu avais que klal ou prat, tu aurais que le prat. Maintenant, le deuxième klal vient réélargir ce prat, Oui. pas aux dimensions du premier klal, mais à ce qui ressemble par une ou plusieurs propriétés au prat. Et à l'inverse, tu as un cas qui existe aussi, qui est prat uchlal ou prat, où là, normalement, prat uchlal, ça devrait élargir à tout le klal, et le deuxième prat vient limiter. D'accord? Et la conclusion ici dans Masechet Nazir, c'est de dire, si on a klal ou prat uchlal, donc on est quand même plus dans le sens de l'élargissement, et donc on va inclure pas tout le klal, mais tout ce qui ressemble au prat, même par une seule propriété pertinente. Notre travail, bientôt, ça va être de définir c'est quoi une propriété pertinente. Alors qu'un prat, uchlal ou prat, ça devient plus restreint, donc on inclura dans ce sous-ensemble que ce qui ressemble au prat par au moins deux propriétés pertinentes. Ça, c'est la souga dans Nazir. Maintenant, on reprend la souga dans Eruvin, qui est la souga source ici. C'est bien Eruvin, hein, je ne dis pas de bêtises. Et après, ça me laisse. Kaf Zayin Amoudbet. 27b. Pouvoir suivre. Non. C'est Il n'y en a pas Khavzaïn. beaucoup qui font du oui ici. Mais c'est après. Oui, non, mais je suis curieux de savoir. Oui. Voilà. Ça passe de Tedvar à Kavdel. Mais ça, justement, c'est pour laisser la place aux gens. Ouais. La Pour Torah, les Elohim qui connaissent par cœur, qui vont remplir la page. Oui. Je fais cette histoire là de. Je sais pas c'était quel rave à qui on avait amené un daf de Gemara. Baba Saleh. C'est Baba Moi, je Saleh. connais une histoire de Baba Saleh comme ça. On a mis une daf de Gemara. Et en fait, non, qui n'existait pas. En fait, c'est une fausse. Ah, ça c'est le Regard Shovar, ça c'est la Rogatchover. fameuse histoire du faux Yerushalmi, ça. Ouais, Rogatchover. Vous connaissez l'histoire du faux Yerushalmi? Non. C'est une histoire de fou, ça. On va juste pour comprendre le contexte. Le point de départ, c'est ça en fait. Cette page blanche, voilà. Petit excursus, le faux des Yerushalmi. Donc, vous savez que dans la Mishnah, il y a 6 ordres, okay, que le Bavli, pour le premier ordre Zraïm, ne couvre que Brachot, alors que Yerushalmi, puisque ça concerne les lois de l'agriculture en Eretz Israël, couvre tout Seder Zraïm. Ensuite, Moed, il y a dans les 2 Talmud, Nashim et Nezikin, il y en a dans 2 Talmud. Taharot, il n'y a que Nida dans les 2 Talmuds.
parce que sinon c'est que des règles à l'époque du Beth Amikdash, donc ça n'a plus de pertinence. Ce qui montre bien quand même que les gens qui ont compilé la Gemara l'ont compilé avec une optique de halakha et maaseh, quoi. D'accord. Même si ils ont traité les autres sougiotes, ils ont traité les sougiotes de Taharot, etc., au fil des sougiotes, au fil de leurs discussions, mais ils n'ont pas fait une Gemara là-dessus. Et pour Kadashim, il y a le Bavli, parce qu'il y a l'idée que l'étude des Korbanot, ça remplace la pratique des Korbanot, mais il n'y a pas d'Yerushalmi. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'il y a eu un jour un Yerushalmi sur Kadashim? Est-ce que on peut voir parfois, est-ce qu'on peut voir des allusions comme ça chez les Rishonim et tout? Toujours est-il que c'est sûr que de toute l'histoire attestée, on n'a jamais vu un Yerushalmi sur Kadashim. Et au 19e siècle, il y a un gars qui s'appelait Friedlander, je crois, qui a imprimé voilà, les 2 premiers traités du Yerushalmi sur Kadashim. Donc, incroyable, quoi. Et en fait, c'était des faux. C'était des faux, c'est-à-dire que le gars avait fait un bon lamdan, il l'avait pris dans tout le Bavli, toutes les discussions qu'il y avait sur les sougiotes de Kadashim qui impliquaient des Amoréim d'Eretz Israël, et il a refait une Gemara comme ça avec. Et la légende raconte que le Rogatchover a été l'un de ceux qui ont démasqué la fraude sur la base d'un principe que dans tout traité de Gemara, il y a systématiquement un Amora qui n'est cité que dans cette Gemara et pas ailleurs. Or, dans le Kadashim de Yerushalmi, il n'y avait que des Amoréim qui étaient déjà cités ailleurs. Normal, c'était en fait une compilation. Voilà, c'est comme ça qu'il a... Mais ce principe, il est énoncé dans une Gemara. Non, c'est un truc à lui, il faudrait vérifier. Il a remarqué. Voilà. Principe. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ça a été démontré comme une fraude. Alors, il y a d'autres traités comme ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont composé, sans que ce soit des faussaires, qui ont composé des Gemarot sur des traités qui n'avaient pas de Gemarot. Par exemple, vous avez le Rav Hanor Leiner, le Radziner Rebbe, qui est un très très grand Ramdan. C'est celui qui a le premier écrit des livres de halakha sur Techelet. Okay. Mais il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Sidrei Taharot, qui sont des Gemarot avec pseudo-Rashi et pseudo-Tosfot sur les 2 premières Masertot de Seder Taharot, sur Kelim et Ohalim. C'est des trucs de fou. C'est fou, c'est-à-dire que lui, il fait un peu le même travail, c'est-à-dire qu'il reprend les sougiotes qu'il y a ailleurs pour recomposer ce que serait la Gemara, avec, je ne sais pas s'il remplit avec un peu de stamaïm et tout pour donner du liant, et autour, il fait un Rashi, un Tosfot, quoi. Donc à la manière de Rashi, à la manière de Ouais, Tosfot. ouais. Il y a Rav Sirilio aussi, je crois que c'est le Pnei Moshe, si je ne me trompe, un des grands commentateurs de Yerushalmi, qui a fait aussi une Gemara sur Edouyot. Edouyot, c'est le traité du Talmud qui ne reprend que les avis des Tanaïm qui font l'unanimité. Normalement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de Gemara parce que tout le monde est d'accord. Mais lui, il fait une Gemara dessus. Il y a des traités comme ça. Et quand vous dites une Gemara, c'est les marloquettes, il reprend les marloquettes. Bah après, il faudrait qu'on regarde, mais oui, il fait le travail que fait notre Gemara, quoi. Alors pour le coup, il la compose vraiment tout seul. Parce qu'évidemment, avec Douyot, tout le monde est d'accord, mais en réalité, si tu cherches, non, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Okay. Donc, je reprends. Moi, j'ai une Gemara avec toutes les pages blanches, avec toutes les pages, aucune page blanche, donc ça va. Donc là-bas, on reprend la discussion, on dit comme ça, à la fin donc, de page 27b, des Tanya, ben Kasset bechol asher tavenachecha, klal, bebakar ubatson, ubayayin ubasechar prat, bechol asher achanochecha, chazar vekalal, klal uprat uchlal, yatadagna yifina prat, ma prat meforash perim meperi vegudé les karka, avkol perim meperi vegudé les karka. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu déjà. C'est la même chose. Les Tanya idach, maintenant il y a une autre braïta qu'on n'avait pas dans Nazir, qui dit ma prat meforash veled veladot haaretz av kol veled veladot haaretz. D'accord. Il y en a, au lieu de dire que des choses qui poussent de la terre, des choses qui sont engendrées de la terre. D'accord. Ma benayu
Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Amar Abaye, Dagim Ika Benaim. La différence, c'est les poissons. Les man de Amar Perim et Perim et Gidule Karka. Hine Dagim Gidule Karka Nineu. Les man de Amar, d'accord? Si on inclut, si on dit ce qui pousse de la terre, ou ce qui se nourrit de la terre, alors ça inclut les poissons. Okay. Parce qu'a priori, lui, il pense que les poissons, ça mange les algues au fond de la mer. Okay. Les man de Amar, Velet Valdot Haaretz, mais ceux qui pensent que c'est des choses qui sont nées de la terre, Dagim et Maya Ivru, les poissons, ils ont été créés de l'eau dans le récit de la Genèse. Amar Abaye, Umi Amar Abaye, Dagim Gidule Karkanineu. Et où est-ce qu'on a vu qu'Abaye, il pensait que les poissons, ça se nourrit de la terre? Va Amar Abaye, Achal Putita Loke Arba. Celui qui mange une putita, je ne sais pas ce que c'est comme bestiole, mais c'est une sorte Sheret Samayim Katan, Shenbo Kazaït. D'accord? C'est une sorte de petite crevette, ok? Ça ne fait pas la taille d'une olive. Ve'afilu mais malgré tout, Kevan de Briari, Achilai. Normalement, pour être passible d'une peine, quand on mange un truc interdit, il faut manger la quantité minimale d'une olive. Sauf que si c'est un animal entier qui est plus petit qu'une olive, à partir du moment où tu manges l'animal entier, ça y est, c'est déjà halal. Donc, Veloke Arba, Malkouyot, donc il prend 4 séries de coups de fouet. Pourquoi? Parce que dans le. Alors là, on compte en réalité le nombre de versets qui interdisent ça. Donc pour les trucs qui vivent dans l'eau, les Sheret Samayim, Ketiv et Torat Kohanim, Al tishaketsu et nafshotechem, bechol asheret ashoretz, velo titameu bahem, are kan shnaim. D'accord? Donc il y a un verset qui donne 2 interdits, donc c'est déjà 2 interdits. בכלל בהן בין שרץ הארץ, בין שרץ המים, ומשום בבשרם לא תאכלו, ומשום וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תאכלו. D'accord? Il y a 4 versets qui interdisent les animaux non cachers dans l'eau. Il y a un verset général qui est tout ce qui rampe, qui contient 2 interdits qui s'appliquent aux animaux terrestres et aux animaux aquatiques. Et ensuite, il y a un verset spécifique sur Sheretz Hamayim, sur les bestioles qu'il y a dans l'eau. Et ensuite, il y a un verset qui interdit toutes les créatures aquatiques qui n'ont ni nageoires ni écailles. Donc ça fait 4. Cette personne-là, elle mange une mini crevette, elle en transgresse 4 interdits. Okay? Nimla, loke chamesh. Si il mange une fourmi, il transgresse 5 interdits, les 2 généraux qu'on a dit. Vechol holer al gachon, lechol asheretz ashoretz al haaretz, lo tochilum. D'accord? Il y a un autre verset qui interdit spécifiquement ce qui rampe par terre, ça fait donc 3. Vechol asheretz ashoretz al haaretz, sheket ou lo yachel. Il y a un autre verset qui interdit aussi tout ce qui grouille par terre, donc ça fait 4. Celui d'avant, il n'est pas tout à fait vrai. Celui Al-Gachon, c'est plutôt celui qui rampe. Là, la fourmi, elle ne rampe pas. Elle a des pattes. Non, les chol ashoretz. Non, celui d'avant. Non, mais regarde, mais il dit quand même les chol asheretz ashoretz alaretz. C'est-à-dire que Al-Gachon, là aussi, c'est un prat qui est suivi d'un klal. D'accord. Donc, tout ce qui est sheretz ashoretz alaretz. Oui. Okay. C'est répété dans un autre verset, donc ça fait 4. L'autre, par tout ce qui rampe par terre, donc ça fait 5. Okay. Et on dit, et donc on pose la question, et donc, Tsir'a, lokeshesh, et celui qui va manger un moucheron, d'accord? Finalement, un moucheron, ça reste un animal terrestre, sauf qu'il vole. D'accord? Il peut aussi ramper. Okay? Et donc, c'est les 5 de la fourmi, plus celui qui interdit les volatiles impurs. Sheret Sarof. Et donc, on pose la question, Vemita putita, Nami nilke mishum asheretz ashoretz al haaretz. Or, si tu considères que
les poissons, c'est des trucs qui se nourrissent de la terre. Donc, finalement, si tu considères que le fond de la mer, ça s'appelle la terre, les poissons aussi, il y en a qui sont sur la terre, quoi. Tu vois. Je sais pas, peut-être Poutita, c'est une sorte de sol ou de turbo ou de je sais pas quoi. Enfin, sauf que c'est tout petit, mais voilà. Donc, il ne devrait pas y avoir de distinction. Donc, en fait, d'après Abaye même, en réalité, Guidou les carcasses, ça n'inclut pas les poissons. Okay. Et là, Amar Ravina, Ofotika Benayou. La différence entre Guidou les carcas et Velet Valdota Aretz, c'est les oiseaux. Les mandé Amar Perim et Perim et Guidou les carcas Hine Nami, Guidou les carcas Nineu, d'accord? Les oiseaux, ça se nourrit de la terre, ok? Les mandé Amar Velet Valdota Aretz, Hine Ofot Minare Kak Nivraou, d'accord? Les oiseaux, ça a été créé le 5e jour, donc pas à partir de la terre en tant que telle, mais de la boue. Man démarre beofot, maïtaame. Donc maintenant, on a compris qu'il y a une différence. Okay, il y en a qui pensent que ce klal ou frat uchlal, ça inclut klal ou frat uchlal pour maaser sheni. Il y en a qui pensent que ça inclut donc prix mi peri vegidou les karka, donc des choses qui se reproduisent et qui se nourrissent de la terre, et d'autres qui considèrent que ça se nourrit, que c'est des choses qui se reproduisent et qui sont, dans le récit de la Genèse, nées de la terre. D'accord ? Alors maintenant, man demar beofot, maïtaame, ou maï demamit ofot, maïtaame. D'accord ? Parce que finalement, les deux lisent le même klal ou frat uchlal. Il y en a qui incluent les oiseaux, et il y en a d'autres qui excluent les oiseaux. Est-ce que tu peux acheter du poulet avec le maaser sheni? C'est ça la question pratique, tu vois. Est-ce qu'un mec qui s'installe à Yerushalayim pour profiter de maaser sheni, il peut ouvrir un truc hot chicken, machin, ou pas? Ou est-ce qu'il est obligé d'ouvrir un kebab avec de l'agneau? Alors là, on rentre dans la subtilité. Man demar beofot, kasabar klala batra dafka. Prat uchlal naase klal. Donc la question en fait, c'est de savoir, je vais traduire d'abord. Celui qui inclut les oiseaux, donc qui a un ensemble plus large, il pense klala batra dafka. D'accord ? Que c'est dans le klal ou frat ou chlal, c'est le klal final qui est prépondérant. Et que donc, finalement, ce klal ou frat ou chlal est un cas particulier de la forme prat ou chlal. D'accord ? C'est un prat ou chlal. Sous-ensemble. Ouais. Du prat ou chlal. Ouais, c'est un sous-cas. Je ne vais pas le dire sous-ensemble parce qu'on est en train de définir vraiment, c'est un sous-cas. C'est un sous-cas. Mais c'est un cas qui appartient au C'est prat ou chlal. C'est ça. Mais qui ne résume pas le prat ou chlal. Non. Auquel tu ne résumes pas le prat ou chlal. Non, c'est-à-dire que fondamentalement c'est un prat ou chlal, puisque c'est un klal qui est à la fin, sauf que le prat lui-même a la forme d'un klal ou frat. Et que donc, on est dans la logique générale d'un prat ou chlal, et ça veut dire naase klal moussaf à la prat. Donc ça veut dire que le klal final vient rajouter au prat même des choses qui lui ressemblent moins directement. Veitrabou laou kol milé. Et donc ça inclut beaucoup de choses. Le kol, il n'est pas kol milé. Normalement, si c'était juste un prat ou chlal, ça inclurait tout ce qu'il y a dans le klal. Donc là, c'est pas tout à fait ça. On précise que ve'ahine klalakama les meute kol delo damele mishnet sadedim. Et donc finalement, sauf que donc on a fondamentalement un prat ou chlal. Donc à la base, on devrait avoir quelque chose qui inclut tout ce qui ressemble même de très loin au prat. Mais le fait que le prat lui-même a la forme d'un klal ou frat, il vient introduire une restriction secondaire qui est qu'on va exclure ce qui ne ressemble pas au cas particulier par au moins deux propriétés.
Si on avait un prat ou clal, ça serait tout le clal. Ouais, D'accord. exactement. Tout le clal. Là, Et c'est il faut deux éléments Donc communs. on est plutôt strict sur la restriction, c'est étonnant. Attends, est-ce que j'ai dit ça? Oui, tu vas voir, parce qu'il y a une nuance. Ouman de memaet rofot, kasaber klala kama davka. Alors que celui qui exclut les oiseaux, qui est donc plus strict, il considère que c'est le klal initial qui est prépondérant, et que donc, on a un klal ou frat, d'accord? Et que donc, normalement, on devrait avoir que le prat. Ve'en bechal le maché befrat, d'accord? On n'aurait que le prat. Hine e'an mide acharine lo. Et donc, on ne devrait rien inclure d'autre que ce qui est dit explicitement dans le verset, du gros ou de petit bétail, de l'alcool et du vin. Ve'ahine klal abatra, et le klal final, les ribouillés vient inclure kol des damélés, tout ce qui ressemble au prat, Mishlosha Tzadedim, avec 3 propriétés. Ok, et donc là on comprend le problème que va avoir Tosfot entre cette Sugia-là et celle qu'on avait dans Nazir, parce que ici on nous dit, on a 2 façons de lire Klal ou Frat ou Chlal. On a une version très stricte qui considère que c'est une forme particulière du Klal ou Frat. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 3 propriétés communes. Et on a une forme plus lâche, plus permissive, qui considère que c'est une forme particulière du Prat ou Chlal, et qui dit 2 propriétés communes, ça suffit. Alors que dans la Sougia Nazir, on disait, si c'est Prat ou Chlal ou Frat, donc c'est 2 Prat et un Chlal, alors là, il faut 2 propriétés communes, mais si c'est klal ou frat ou chlal, et sous-entendu qu'on est dans la version permissive du klal ou frat ou chlal, là, il y a une seule propriété commune, ça suffit. Donc dans Nazir, tu me dis une seule propriété commune, ça suffit pour un klal ou frat ou chlal. Dans Eruvin, tu me dis il faut au moins 2 propriétés, même dans la lecture la plus permissive du klal ou frat ou chlal. Donc comment ça fonctionne? Juste, parce que j'ai pas tout suivi, mais il démontre, là, dans les Rouvines, il démontre pourquoi c'est 2 et 3. Non. Il démontre même pas, il pose, bon, comme c'est extensif, ce sera 2, comme c'est plus strict, ce sera 3. Alors, si, il le pose quand même un petit peu à partir de l'analyse, puisque finalement, on a 3 propriétés. D'accord. C'est-à-dire, on a périnipéri. Périnipéri, c'est un fruit de fruit, donc c'est quelque chose qui se reproduit. Tu peux pas acheter du sel, par exemple. Donc il faut quelque chose qui se reproduit, il faut que ça se nourrisse de la terre d'une manière ou d'une autre, okay, et il faut que ce soit né de la terre dans la Genèse. Okay. Okay. Alors en réalité, l'un substitue à l'autre, mais celui qui dit que c'est né de la terre tient aussi qu'il faut que ça se nourrisse de la terre, parce que l'un implique l'autre apparemment. D'accord ? Donc en réalité, celui qui a la version la plus stricte, il dit qu'il faut 3 propriétés, qu'il faut que ça soit quelque chose qui se reproduit et qui se nourrisse de la terre et qui soit né de la terre dans le récit de la création. Et celui qui a la version plus cool dit 2 propriétés, les 2 premières, ça suffit. Mais ce raisonnement que tu tiens là, il est spécifique à notre cas particulier où le prat est divisé en 3 pratim. Parce que le prat ici, il te dit... Non, il disait en 4 de toute façon, donc c'est même pas la question. En plus. Non, il a l'air de dire que c'est... Il a l'air... Là, mais tu vois bien que la Sougia, elle énonce un principe très général, quoi. C'est là, ces deux-là, c'est les 2 Sougiotes clés sur Klal ou Frat ou Chlal. C'est ça qui sert de définition dans le reste du chasse. C'est ça, mais le truc des 2 ou 3 tzdadim, ce qui est étonnant ici, c'est qu'on n'a pas un prat. Ah oui, en plus, c'est-à-dire que... Tu as un prat qui est divisé en plusieurs pratim, donc tu as un tzad sur ce prat-là et un autre tzad sur l'autre prat. Et peut-être... Enfin, en réalité, les différents pratim servent justement, et je pense que c'est ce qu'on va voir, à définir c'est quoi les propriétés opérantes dans le prat. C'est les propriétés qui sont communes aux différents cas particuliers énoncés ici. D'accord. D'accord ? C'est-à-dire que comment ils savent qu'il faut que ce soit des choses qui se reproduisent et que ça doit se nourrir de la terre? Parce qu'on a cité des animaux
terrestres en plus. C'est là-dessus qu'il y a la discussion, justement. On a cité des animaux et des végétaux, en fait. C'est pas très compliqué, fondamentalement. Tu peux acheter à manger des animaux et des végétaux. Qu'est-ce que ça vient absolument exclure? Que ça exclurait, même si on n'avait que un pratouchlal, ça vient exclure, en gros, du sel, quoi. Du sel et, je sais pas, du glutamate de sodium. Ok. Non, ça pose la question, c'est-à-dire qu'un gars qui te vend quand tu vas acheter un plat Yerushalayim à un food truck pour aller manger sur l'esplanade du Kotel, est-ce que le gars peut te faire payer le glutamate de sodium qu'il te met dans ton haut tacos dégueulasse, tu vois? Ou est-ce que non, il doit te faire deux factures différenciées, ça tu payes avec Maaser Sheni, ça, le supplément glutamate, tu dois payer avec autre chose, tu vois. Donc ça, c'est exclu. Maintenant, vu qu'on a une forme klal ou fratouchlal, il est clair que c'est plus large que ce qui a été dit là, mais que donc c'est pas seulement du gros ou du petit bétail ou du vin ou de l'alcool de céréales a priori, mais donc ça vient être plus large que ça. Donc a priori c'est des animaux et des végétaux. Mais ça vient aussi exclure quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça vient exclure? En réalité, si tu fais un mapping, oui, la question c'est, est-ce que tu peux acheter du poulet? Est-ce que tu peux acheter une dorade? Okay, ou un sandwich au thon? C'est ça la question fondamentale. Donc, si on regarde les choses de manière réaliste, c'est ça l'éventail des possibles. Donc, la discussion, elle naît bien de ça. Ouais. Un diagramme de Venn, quoi. Tu vois ce que c'est, le diagramme de Venn? Tu sais, les trois cercles qui s'entrecroisent là, et les trucs qui sont communs aux deux, machin, et les trucs qui sont communs aux trois. Diagramme de Venn. Ah oui, ça me va. C'est bon. T'as vu les mèmes sur Internet, machin. Voilà, donc ça, c'est la discussion. Okay, et maintenant, toi, tu vas avoir un problème avec ça. Donc, on revient dans Hérouvine. C'est lequel? Rachi, lui, il règle pas ce type de problème-là, d'une Gemara à une autre. Non. Justement, Rachi, lui, il suit le fil de sa Gemara. Ça arrive. En fait, c'est un truc. Alors, déjà, quand on prend Rachi, il faut bien comprendre que quand c'est Klal Gadol, que m'a appris Rav Raphaël Bloch, quand, notamment, dans le Rif, voilà, le Rif, il fait un résumé de la Gemara. Okay. Et il y a, en général, un commentaire majeur qui est soit le Ran, soit le Mouké Yosef, en gros. Et il y a un autre commentaire, il est marqué Rashi. Rav Bloch, il dit, s'il y a marqué Rashi, c'est que c'est pas Rashi. Parce que si c'était Rashi, il n'y aurait pas besoin de marquer Rashi. En réalité, c'est un résumé, une synthèse du Rashi sur la Gemara qui a été composée par quelqu'un pour le mettre là. Mais ça ne se lit pas forcément comme Rashi, parce qu'il n'y a pas forcément toute l'intelligence de Rashi dans l'édition du texte. Okay, après, Rashi, dans les différents... même sur la Gemara, il y a certains traités où on sait que c'est pas Rashi. De manière, je crois que le plus connu... non, il y a deux plus connus. Dans Baba Batra, en plein milieu de Cheskat Abatim, il y a un moment où il y a marqué jusqu'ici c'est le commentaire de Rashi et après c'est le commentaire de Rashbam. Et dans les premières éditions, il y a marqué Rashi est mort ici. Ouais. Calme et Rashi, et à partir de là c'est Rashbam. Et il y a un autre cas où c'est attribué à Rashi, mais on sait que c'est pas Rashi, de manière très certaine, c'est Tarnit. Il y a quelqu'un qui a publié, qui a retrouvé 2 pages de vrais commentaires de Rashi sur Tarnit, et qui a fait tout un super dossier. Non, c'est embêtant parce que Tarnit, c'est en général le premier traité de Gemara qu'on étudie, donc il y a beaucoup de gens qui se familiarisent avec le commentaire de Rashi, il y a quelque chose qui n'est pas Rashi. Juste pourquoi il n'aurait pas écrit Rashi si c'était Rashi? Parce que si c'était Rashi, il n'y aurait pas besoin de le dire. Non, il n'y aurait pas besoin, on le reconnaîtrait. Enfin, là, il n'y a pas marqué Rashi.
Oui, mais là, c'est une convention. C'est une convention bien qui sûr, c'est ça. Ah, c'est un peu d'accord. boutade, mais Ok. ça a du sens. C'est-à-dire que, tu vois, si l'éditeur s'est senti obligé de préciser que machin. D'accord. Et Rachi, après, c'est vrai que dans différents traités, il a des lectures plus ou moins linéaires, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends le début de Baba Kama, ça se lit presque comme un Tosfot, parce qu'il va aller... en fait, il va pas faire comme Tosfot, c'est-à-dire, il va pas relever des contradictions. Mais par contre, quand c'est des sujets complets, vraiment complexes, il va pas hésiter à ne pas juste faire des renvois, mais à carrément importer des trucs et faire une analyse d'une autre Sugya dans son commentaire, quitte à proposer une résolution quand ça colle pas tout à fait. Il va pas l'approche est un peu différente. Il va pas chercher la contradiction, il va aller chercher les parallélismes pour éclairer le sens premier, quitte à résoudre les problèmes. Mais Tosfot, eux, ils vont chercher la contradiction. Basiquement, on dit c'est la méthode Farad et la méthode Ashkenaz. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais. C'est pas vrai, parce que déjà, c'est les Rachid deux... et Ashkenaz, mais. Alors, déjà, ni l'un ni l'autre sont Ashkenaz, les deux sont Sarfatim, d'accord. C'est pas la méthode... Non, C'est pas la méthode Ashkenaz, c'est Rachid, pas... il- Rachid, il est Tsarfati. Rachid, Non, il est ça, de cette je région du vois. nord de la France. Il est pas d'Outre-Rhin. Il a étudié Outre-Rhin, mais Il est les yéké en fait, il est quasiment yéké en fait. On va dire qu'il non, est- il parle pas allemand. il parle pas- mais quand il étudiait à Worms, il parlait quelle langue? Oui, enfin, je pense qu'il baragouinait dans un truc D'accord. machin. Ouais. Mais lui, il pense en français. Ou il pense en hébreu, mais il pense en français, d'accord. Il est pas. On sait pas. en fait. C'est On pas. sait pas. On sait pas. En fait. Bah si, on sait, puisque quand il doit expliquer, quand il doit expliquer des choses, Oui, mais c'est parce qu'il écrit des Léazim, ça veut dire qu'il pense dans cette langue-là. Il y a peut-être- C'est sa référence. Quoi. en tout cas, c'est quand il doit expliquer quelque chose, il explique en français. C'est vrai. Mais. Et bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, et la méthode qu'il développe est quand même substantiellement différente de ce qu'il a pu apprendre dans les académies fondées par Ibn Gershon, etc., quoi. C'est vraiment une méthode typiquement française, de ces juifs-là, de cette région-là. Et les Baal et Tosfot, c'est ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, et en fait, ils suivent quand même largement son chemin. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, Rashi doit aussi se lire comme un Tosfot. Donc, du coup, pour revenir à la question, donc il est ni séfarade ni ashkenaz, il est quoi pour toi? Il est Il sarfati. est Tsarfati. Ouais, mais sarfati, c'est quoi? Ça veut rien dire. Bah non, si, ça veut dire Enfin, quelque chose. c'est toi qui as inventé cette définition, elle n'existe pas. Bah, déjà, non, c'est pas moi qui l'ai Franchis-toi. inventé. C'est-à-dire que ça existe pas. quand le Ramban et quand tous les gens qui viennent après lui parlent de lui, ils disent de Rabbeinu Shlomo à Sarfati. On l'appelle à Sarfati. On ne dit pas Ashkenazi. Tu dis Ashkenazi, c'est comme si je te disais t'es allemand. Non, mais t'es pas allemand. Non, mais non, là, Julien, là, tu fais des raccourcis, là. Mais je suis pas du tout dans Mais ça. Sarfati, c'est quoi? Mais C'est oui, la France? c'est la France, mais oui, c'est la France, c'est les Français. Non, mais bah, non. mais attends, est-ce que dans. Non, Tsarfat, c'est pas la France. C'est la France du Nord, déjà. D'accord. D'accord, oui, absolument. France du Nord. Oui, Ok. oui parce que la France, effectivement, à l'époque, elle était déjà coupée au niveau de l'Aquitaine et tout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il n'y avait pas que le bloc séfarade et le bloc ashkénaze. Mais ce concept-là, attends, ce concept de séfarade, de juifs qui viennent d'Espagne, c'est plus tard, c'est tardif, c'est du XIVe siècle. Pas du tout. Les juifs qui vivaient en Espagne au XIe, XIIe, XIIIe siècle, ils s'appelaient séfarades. Ouais. Je pensais que c'était parce qu'ils étaient chassés qu'on les appelait séfarades. Mais quand ils vivaient sur place. Pourquoi ils auraient été chassés? Pourquoi ils seraient appelés séfarades quand ils étaient chassés? Non, eux, ils se définissent. Pour rappeler justement leurs souvenirs, pour rappeler d'où ils venaient, en fait. Alors, effectivement, après, au sein même, en réalité, tu as raison. De toute façon, tous les noms qu'on va donner à des gens sont donnés par l'extérieur. C'est-à-dire, par définition, quelqu'un qui s'appelle Ashkenazi, il ne vit pas actuellement en Ashkenaz. D'accord? C'est quelqu'un qui est identifié comme Ashkenazi parce que il est au milieu de gens qui ne sont pas Ashkenazis. D'accord? De la même manière que hébreu, tu regardes dans toute la Torah, hébreu, c'est toujours un nom qu'on donne aux Bnei Israël. Okay? Ou que eux-mêmes vont parfois utiliser pour se présenter aux autres. Mais ivri, c'est pas un truc qu'on dit entre nous.
Parce que par définition, Ivri, c'est celui qui est de l'autre côté, c'est l'étranger. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que du point de vue euh, de ceux qui sont outre-Rhin ou de ceux qui sont en deçà des Pyrénées, Oui. ou même ceux qui sont en Provence, Rachi, Baal et Tosfot, etc., c'est des Tsarfatim. Et du point de vue de ceux qui sont en Ashkénaze ou en France du Nord, ou même de ceux qui sont en Provence, tous ceux qui sont dans la péninsule ibérique sont des Séphardim. Après, entre Séphardim, effectivement, il y en a qui vont se définir selon les lieux et les époques, comme Andalousie, en fait, en général, en fonction de leur ville, tu vois, c'est beaucoup plus restreint que ça. Mais par exemple, il est assez clair que quand il y a des persécutions en Espagne et que tu as les grands maîtres du judaïsme espagnol qui débarquent en Provence notamment, à l'époque du Meiri, du point de vue des Provençaux, ça c'est des Sfardim. Et du point de vue des Sfardim, enfin de ces Espagnols eux-mêmes, eux, alors tu as raison, c'est après une expulsion, mais eux se voient comme les héritiers d'une tradition séfarade unifiée, qui est culturellement supérieure et que eux veulent imposer aux Provençaux. Et les Provençaux disent, en fait, non, nous on a nos minagim, on a notre derech HaTorah, etc. Vous avez votre truc, c'est très bien, mais vous commencez pas à nous l'imposer. Il y a un sefer très important, très méconnu du Meiri, qui s'appelle comme ça Magen Avot. Magen Avot, c'est une défense des traditions provençales. Et qui, par comparaison avec ce que les maîtres séfarades débarqués veulent imposer comme la norme. Avec des trucs dingues, par exemple, des choses qui nous paraissent folles. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que la halakha, aujourd'hui, suit beaucoup plus les Provençaux, sur les points qu'ils soulèvent, que les séfarades. Par exemple, il dit, les séfarades considèrent qu'on peut faire de la musique à Shabbat. Jamais entendu ça. Mais lui, il rapporte que oui, les Sfarades considéraient ça. Il nous dit, les Sfarades considèrent que après la volaille, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures pour manger du lait. Okay, tu les manges pas ensemble, mais l'histoire des 6 heures, ça s'applique que pour la viande. Ouais, que pour la viande rouge. Nous, on n'a jamais entendu ça. Plein de trucs comme ça. Très très marrant. C'est très important d'aller lire comme ça, ces Sifrei Minagim et tout, de voir que toute la diversité qu'il y avait, etc. Et donc, de fait, pour revenir à ce judaïsme sarfati, les contemporains l'identifient comme ça, le différencient bien du monde ashkénaze, même si après les choses vont se mêler, parce qu'en réalité, ces Baal et Tosfot vont créer des académies, et que dans ces académies, il va y avoir des élèves et des maîtres venus d'Ashkénaz qui vont venir étudier et enseigner, et il y a des élèves et des maîtres qui vont venir d'Espagne aussi. Mais du coup, alors, comment tu expliques justement que cette spécificité, elle n'existe plus? Pourquoi on n'a pas encore une trace de ça? Tu vois, si on prend l'exemple des Yékeux, par exemple, tu vois, c'est quand même fort, malgré je vais y venir. Mais de fait, par exemple, Ramban, parce que tu dis, on a tendance à dire, oui, Rashi, c'est derrière Yachar, c'est plutôt séfarade, et Tosfot, c'est plus prise de tête, c'est plus Ashkenaz. En réalité, les deux, c'est la même école, c'est-à-dire, comme je disais, Rashi, il faut le lire comme un Tosfot. C'est-à-dire que les questions que Tosfot se pose pour arriver là où ils arrivent, en réalité, Rashi aussi s'est posé ces questions-là. Donc pour bien comprendre Rashi, il faut essayer de penser comme un Tosfot, quoi. Et de fait, oui, effectivement, il y avait une école séfarade qui était plus linéaire, plus à la Maïmonide, quoi, on va dire. On n'est pas là pour multiplier les pilpoulim, mais essayer d'être yossé, les chol hachitot, etc. La halacha, elle est comme ça, c'est basta. Mais à partir de Ramban, en fait, Ramban, justement, il vient étudier à Évreux. Il étudie avec des Baal et Tosfot, il étudie avec des maîtres qui viennent d'Ashkenaz, qui sont dans la même méthode et tout. Il ramène ça en Espagne. Et Ramban, en fait, les chidouchés à Ramban, c'est des Tosfot, fondamentalement. Ça se lit comme ça. Et après, donc, Rashba, Ritva, Ran, tout ça, ils sont les héritiers de ça. Et d'ailleurs, le texte qui nous sert ici de guide, le Midot Aaron, on voit bien qu'il est l'héritier de cette double tradition, et la tradition logicienne, pour le coup, qu'on va appeler vraiment Séfarade, Rambam, Rabbi Yitzhak Panton et tout, et la tradition, on va dire,
espagnol de tosafistes avec, voilà, ici tout le temps Tosfot, et c'est la tradition de Ramban et tout. Alors pourquoi est-ce que le judaïsme tsarfati il a disparu? Effectivement, il s'est fondu dans l'identité ashkénaze, en fait. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? C'est que tu as eu en gros, surtout la fin du XIIIe siècle et le début du XVe siècle, une série d'expulsions. Et donc les Juifs partaient, revenaient de moins en moins nombreux, étaient réexpulsés, machin, etc. Et donc ces Juifs-là, ils sont partis soit en Allemagne, où ils ont nourri le judaïsme ashkénaze, ce qui fait que dans le yiddish, tu as encore des mots qui viennent du français, en fait. Alors, il y en a un qui est moins connu, parce que c'est surtout du yiddish occidental, mais Oren. Oren, ça veut dire prier en yiddish occidental. Ça vient du verbe orer, un oran, un oratoire. Oratoire, un endroit où on prie. Okay. Mais le plus connu, c'est Benchen. Benchen, faire Birkat Hamazon, ça vient du français bénédicité. Donc effectivement, mais c'est vrai que cette mémoire-là, elle s'est perdue, de la spécificité française. Ça s'est fondu dans une identité ashkénaze, qui effectivement après c'est construit comme on le sait. Et il y a une autre partie des Français qui sont partis plutôt vers le sud, qui sont descendus dans le Piémont. Là, ça a duré plus longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tu avais encore certaines communautés du Piémont qui priaient pour les Yamim Noraïm selon le rite des Tsarfatim. Primo Levi a grandi dans une communauté comme ça. Il y a un Sefer Torah de la communauté d'Asti, je crois, qui est un Sefer Torah qui date de cette époque-là, qui a été emmené par les Français en exil en Italie. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils ne sont pas allés en Italie directement. Ils sont d'abord passés par le Dauphiné. Parce que le Dauphiné, à l'époque, quand il y a eu les expulsions par le roi de France, le Dauphiné a accueilli les Juifs. Avec un truc paradoxal, c'est que qui est le souverain du Dauphiné? C'est le dauphin. C'est le futur roi de France. Donc on avait tout un imbroglio politique où le roi de France chassait les Juifs qui trouvaient refuge chez le futur roi de France. Et notamment, ils trouvaient l'une des villes où ils allaient, ça s'appelle Trévoux, nom de Dauphiné. Et Trévoux, ça a donné un nom de famille très connu, Dreyfus. Wow, Trévoux, Dreyfus. Ouais. Ça a été déformé après, mais les trêves, les Trévoux, trêve, Trévoux, Dreyfus, ça vient de là. C'est pas des Ashkénazes, c'est pas tout. Jarak. Jarak, c'est des gens qui viennent de Yaréar, qui viennent de Lunéville, la Lune. On a comme ça des jeunes. Mais effectivement, cette identité, elle s'est perdue, de même, la même que l'identité provençale, elle s'est perdue, parce que les Juifs de Provencia, qui étaient d'abord plutôt vers Béziers, Montpellier, Narbonne, etc., ils ont été chassés de ces régions-là quand ça a été annexé au Royaume de France, et ils sont partis plutôt donc de l'autre côté, dans le Royaume de Provence, qui ne faisait pas encore partie du Royaume de France. Et ensuite, quand ça a été annexé au Royaume de France en 1504, donc ils ont été de nouveau expulsés, et ils sont partis soit dans les États pontificaux du comtat venessin et d'Avignon, soit aussi en Italie. Et là, ils ont continué à prospérer, ils n'ont pas prospéré, c'est-à-dire soit ils étaient dans le comtat venessin, ils ont gardé une identité provençale très forte, et d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de Juifs qui sont restés en Provence en tant que néophytes, c'est-à-dire en tant que maranes, mais qui continuaient à se marier avec des Juifs du comtat venessin, machin. Et ils avaient des cousins qui étaient partis en Italie de l'autre côté, et donc tu avais tout un réseau comme ça, hein, de gens qui continuaient... mais c'est vrai qu'il n'y avait plus d'identité distincte, parce que les Juifs qui étaient dans le ghetto, dans
les carrières du comptable naissant, pas des conditions idéales. Et quand il y a eu l'émancipation, ils se sont très vite assimilés, quoi. Mais j'ai une amie qui doit faire une conférence, là, justement, c'est à Avignon à Carpentras, sur les livres hébraïques que possèdent encore ces communautés d'avant l'émancipation. Et donc on sait les livres qu'ils achetaient, les livres qu'ils lisaient. Et bon, c'est des gens qui se tenaient au courant, quoi. Ils achetaient des Gemarot, ils achetaient des Shulchan Aruch, ils achetaient des livres de Kabbalah, ils achetaient des Chumashim en Italie, à Amsterdam, à Francfort, comme tout le monde, quoi. Bon, c'était une parenthèse. Donc, essayons d'avancer. Donc, on a cette question, pourquoi est-ce que d'un côté on nous dit Klal ou Fratochlal, c'est il faut une ou deux propriétés, et l'autre il nous dit deux ou trois. Hein, en gros, c'est ça. Alors, c'est quel Tosfot qui m'a enseigné? Je pense que c'est Nicolas. Non, c'est Nicolas. C'est le deuxième Tosfot de Tosfot Amoudav. Amoudav, voilà. Donc celui qui dit que c'est le premier klal qui est prépondérant, ça vient exclure tout ce qui ne ressemble pas avec au moins deux propriétés. Ve'itema, des benazir et perek shosham minim. Amarmai ika ben très praté bechlala. Les très clalés ou frata, ika de damele afilo bechad sad marbinan, très praté bechlala, a de damele mishne tzadedim. D'accord. Donc, ici, on nous dit que la version cool, il faut au moins deux propriétés, et dans Nazir, on nous dit que la différence, c'est que quand il y a deux prat et un klal, alors il faut un klal et deux prat. Non, un philo, on parle de la même chose alors. Parce que là, nous, on était sur. Oui, non, justement, c'est le deuxième qui nous intéresse. Il nous dit comme ça très klalé ou prata, ika de damele à philo bechatsad marminan. D'accord? Alors que là-bas, donc dans Nazir, on nous dit si c'est klal ou frat ou klal, une seule propriété commune, ça suffit. D'accord? Quand c'est le premier klal qui est prépondérant. Ouais. A priori, c'est ça qui suit. Hein. Mashma de bechatsad sagé. D'accord? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, une seule propriété, ça suffit. Alors qu'ici, on dit, même la version la plus cool, il en faut deux. Alors il dit en réalité les deux propriétés ici c'est la même chose, on pense que ça veut dire la même chose qu'une propriété là-bas. Des shne tzadedim perim et perim et gidule karka shavinhen, parce que finalement être un être vivant qui se reproduit et se nourrir de la terre, finalement ça revient au même. Alors maintenant on a un autre problème. Perek kama de kiddushin, gaveshen ve'ayin. Darishma prat meforash mumin shegilui ve'eno choser. Hanami shalvim ve'ad parei chatam le'nemar ma aprat meforash mumin shegilui batel melacha ve'eno choser ainu leman de'amar klal. Après, il reprend, il compare encore autre chose. Mais pour l'instant, il ne reprend pas ça. Donc maintenant, désolé, on jongle un peu. Maintenant, on reprend notre discussion. Voilà. Chelek Ashlishi, donc page Lamed 39, en bas à gauche. Donc lui, il dit, maintenant, il replace ça dans sa progression systématique, Pirouche, ça dédé à Dimoui. D'accord? Comment est-ce qu'on va comprendre les propriétés communes? D'accord? Vraiment les côtés qui se ressemblent. Barlé à Tosfot, Huksha, Elav, qui matza begmara sugyot afachiyot.
Donc les Tosafis, ils ont un problème parce qu'ils ont des passages qui se contredisent. Ve'ishtadalnu levayaram be'ofen shelo yiyu ishtadalu plutôt. Et ils se sont efforcés de les expliquer. Be'ofen shelo yiyu asugyot sotrot zo et zo. כפי מה שפירשו במה שאמור בצד אחד או משני צדדים, וכאמר קרא. Donc ils sont efforcés à élucider les différents passages de manière que ça ne se contredise pas. D'accord? Comme ici, où on a, est-ce que c'est une propriété commune, deux propriétés communes? וזה שבמסכת עירובין בסוגיה שעבדתי בחלק הקודם, לזה אמר, ואפילו למאן דאמר, כלל הבטחה עיקר, עם כל זה לא נרבה בו אלא מאי דדמלה משני צדדים מיה, אבל ממאי דדמלה באחד צד לא, שכן יצריך שם פרי מפרי מגדולי קרקע, parce que donc, ici dans Hérouvine, on a vu que même pour celui qui considère qu'on est dans une sous-forme de pratourlal, donc on élargit plus, pour autant, on ne va élargir que aux objets qui ont deux propriétés communes avec le cas particulier explicité. Mais s'il n'y a qu'une seule propriété commune, ça ne marche pas, puisqu'on demande et péri et péri et guidou les karka. Ou même Sechet Nazir, perek shoshaminim. Alors que dans Nazir, on a vu, Amar dechol, echa de ika très klali rata, marbinan kol de damela afilou bechad sad. Dès qu'on a deux klal et un prat, on inclut tout ce qui ressemble au prat, même s'il n'y a qu'une seule propriété commune. D'accord? Et là, ça correspond à aucune des deux options qu'on avait dans Hérouvine, qui disait deux ou trois, mais pas une. Veod, deacha, les mains d'amar, klala kama dafka, lomasrichan elad de dame beshoshat sadedim, perim veri de karka ou veled valdot haaretz. Et en plus, ici, dans la version la plus stricte, on exige, non, l'omar binan, pardon, c'est pas l'omasrichan, l'omar binan, on englobe que ce qui a trois propriétés communes. Ou memasechet chulin perek elu trefot, daf samer he amudbet, amrinan, verchi tema kevan de shavu bech arba simanim, maitinan velo parchinan. Donc là, tiens, il faudrait qu'on aille voir. Alors que mais on ira voir la prochaine fois. Dans Elou Trefot, on dit, à partir du moment où ils ont 4 signes anatomiques, communs, Yachi tarnegol nami deshavelahu lo lirtov, vitite me arbe vesila. Bon, il faut qu'on reprenne la souga. Allez, on va prendre ça. Cholin. Parce que 4 maintenant. Vous êtes habitué à ce cours-là? En tout cas, je venais l'année dernière. Vous assistez aussi à d'autres cours ici? Il y a d'autres. Ah non, non, non. C'est que celui-là? Ouais, peut-être que je cite à d'autres. Il y a encore mercredi. Il y a lundi soir aussi. C'est le Rav Zizek. Ah, Rav Zizek. Ah oui, le lundi, ouais, Michel. C'est vrai qu'il y a le lundi ici. C'est vrai que j'ai encore ailleurs. Mercredi, je crois qu'il y a. Mercredi soir, c'est. La prof de philo. Vous assistez à plusieurs cours? C'est la première fois. Oui, ici, celui-là, oui. Mais Oui, sinon ailleurs. Non. D'accord, en fait. Au premier cours, mais. Un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, 65 B. Vous voulez suivre Non, moi je ne vais pas. Il suit de tête. Il a tout dans la tête. C'est Roulin 65 Ouais, B. Roulin 65 B. Alors de quoi on nous parle là-bas? On parle des signes des sauterelles. Que je comprends, d'accord?
Voyons voir la Mishnah. C'est toujours important pour nous voir la Mishnah. סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה, וסימני העוף לא נאמרו, אבל מלחמים כל עוף הדורס, כל ישב לו אצבע יתרה, ובגלל מקלף תהום. אומר כל עוף חולק את אצבע תמיר, וחגים כל שיש לו ארבע רגעים, ארבע כנקים, D'accord, donc c'est la Mishnah qui énonce les signes anatomiques qui permettent de distinguer les animaux cachers des animaux pas cachers. Okay, donc on dit Simane Behema Vechaya Neemru Min Torah. D'accord, les signes anatomiques qui permettent de déterminer les mammifères domestiques ou sauvages cachers, ils sont dits dans la Torah. Okay, on les connaît tous par cœur, le sabot fondu et ruminant. Les simane arof, lo neemru, d'accord, les oiseaux, la Torah ne nous a pas donné de signes anatomiques pour les reconnaître, elle nous a juste donné la liste des oiseaux pas cachers, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Aval amou chachamim, mais les chachamim, eux, ils ont donné des signes. Kol of adores tamé, tout oiseau prédateur et non cacher. Quand tu dis les chachamim, c'est où? Ah ben c'est la Mishnah qui nous dit ça. C'est la Mishnah qui dit ça. Oui, non, mais quand la Mishnah dit ça, c'est-à-dire où les Chachamim ont listé cette phrase-là, que les animaux, que ce type de volatile est interdit. BRLP. BRLP? Non, mais où, à un moment donné, ils l'ont bien écrit quelque part. Bah ici, justement, la Mishnah, que ce soit écrit où avant que la Mishnah. Non, parce que la Mishnah, elle dit, les Chachamim ont dit ça. Oui. Mais donc, on dit ça, donc ils l'ont dit quelque part. Là, la Mishnah, elle reprend quelque chose. Non, elle dit qu'effectivement, c'est pas listé dans la Torah, donc qu'il n'y a pas de, a priori, pour dire que c'est les Chachamim qui le disent, et qu'il n'y a même pas de remez dans la Torah. Non, pardon. Quand je dis Julien a dit ça, c'est-à-dire que tu l'as dit autre part, et là, je cite Julien qui a dit ça autre part. Je peux pas dire, ah oui, je peux pas dire Julien a dit ça ici. Bah si j'ai dit en cours et que tu le mets dans un livre, je le dis en cours. Parce que c'était pas écrit. Mais il n'y a pas forcément une non, je veux dire, c'était dit avant, et là je dis Julien a dit ça. Oui, voilà. Mais donc, c'est où avant? Ma question, c'est où avant les Chachamim ont dit que les volatiles. Avant, au Beth Midrash. Beth Midrash. Ouais. Beth Midrash. Je pense, hein. Et en tout cas, il y a a priori unanimité. Quoi qu'on va voir, il y a une discussion, mais il y a quasi unanimité. Donc, Kol Afadores Tamé, d'accord? Tout oiseau prédateur et non caché. Kol Shilieshlo Etzba Yetera. Tout oiseau qui a un doigt supplémentaire, ok, donc il y a un ergot. Hein, oui. Ça revient en même, parce que finalement, un oiseau prédateur, il est préhensile, donc il a une sorte de pouce opposable pour serrer, il a des serres, ok. Si c'est comme un coq, en fait, son pouce, il est là, donc il ne peut pas attraper, il n'est pas un prédateur. Zekef, Korkavno Niklaf, et qui a le gésier et le jabot qu'on peut littéralement peler, c'est-à-dire que dans les organes qu'il y a dans la gorge ici, la membrane extérieure s'enlève facilement sans que ça s'arrache. D'accord ? Ça, c'est un animal cachère. Parce que, a priori, là aussi, ça doit venir distinguer entre un oiseau qui digère de la chair et un oiseau qui doit digérer du grain. D'accord ? Parce que les oiseaux, comme vous l'aurez remarqué, n'ont pas de dents. Depuis un certain temps. Et pas avant un certain temps. Et donc... D'où l'expression. Voilà, d'où l'expression. Mais donc, s'ils mangent de la viande, ça peut descendre assez facilement dans l'estomac, et puis là, ça va être vagin. Mm-hmm. Mais si ils picorent du maïs, du grain, si c'est pas concassé par quelque chose, ça va passer dans le tube digestif, ça va ressortir. Comme quand tu manges du maïs. Ok ? Ça ressort. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas les enzymes qui permettent de les digérer. Mais peut-être que les oiseaux, s'ils avalent les maïs, ils ont peut-être les enzymes qui les digèrent. Ça pourrait être comme ça. Kadosh il n'a pas fait comme ça. Kadosh il a fait en sorte qu'en fait, ils ont ici un organe qui remplace les dents, qui est le gésier, qui va justement se contracter. Ah non, mais le gésier, c'est derrière le gésier. Le gésier, c'est au niveau des fesses. Non, ça c'est mais si. le solilès. Non, mais non.
Mais non, Je le confonds. gésier. Non, voyons le voir. gésier. Oui. C'est le gros pion. Le gésier, il me semble que c'est derrière. Alors, Non? le gésier est un organe de l'appareil digestif chez plusieurs groupes d'animaux. Il désigne le plus souvent la partie muscularisée, muscles fibreux qui forment une poche, de l'estomac des archosauriens, groupe qui comprend les oiseaux et les crocodiliens. Outre son rôle dans le broyage des aliments, il a aussi des fonctions, etc. Donc, non, c'est avant, regarde, tu vois, il y a le jabot ici, Oui. et le gésier qui est là, qui est en haut de l'œsophage. C'est sûr que c'est derrière. D'accord. C'est l'estomac. Et donc c'est une poche en fait, c'est les maïs, enfin les graines rentrent là-dedans. Voilà. Et Et là-dedans, en il va fait, y avoir des c'est un muscle qui se contracte et qui va broyer les... concasser les grains pour qu'ensuite, quand ça se digère, il puisse accéder au truc, quoi. Et donc, effectivement, alors en réalité, les oiseaux prédateurs ont aussi un gésier, mais qui est anatomiquement différent parce que, comme ils ne mangent pas la même chose, ça ne sert pas vraiment à la même chose. C'est ça l'idée. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Omer Kol Of HaCholek Et Raglav Tameh. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok dit tout oiseau qui, sans même qu'on voit qu'il est prédateur, quand il se perche comme ça, en séparant ses pattes ils n'ont pas tous les doigts comme ça, ils posent comme ça, alors c'est ainsi qu'il est allé. Les pigeons, ils ont trois doigts devant et un derrière. Deux, hein. Deux derrière. Deux, hein. On va aller faire des stages d'observation. Les Ornithologie. pigeons parisiens, ils en ont plus qu'un. Ils en ont pas. Ah, les Les pauvres, pigeons les roumains. pauvres. Les pigeons roumains. J'aime pas particulièrement les pigeons, mais j'ai beaucoup de peine pour eux quand même. Bah oui. J'ai entendu dire que c'était à cause des cheveux des coiffeurs. Il y a plein de trucs, ils se prennent des fils et tout, mais en fait, c'est de notre faute s'ils sont dans cette situation-là. C'est dans cette situation. S'ils sont dans nos villes et qu'ils savent pas quoi faire d'autre que de traîner en ville, Ah, on les a employés pendant des millénaires comme pigeons voyageurs. Ouais. Ok. Jour au lendemain, on a eu le télégraphe, on leur a dit bon, vous êtes au chômage, Ouais. démerdez-vous, soyez SDF. Et comme ils se reproduisent énormément, donc du coup ça fait une On population. pouvait les bouffer. On ne peut les bouffer. mais ils souffrent pas particulièrement là en ce moment aussi, ou j'ai pas suivi. Si, ce qu'il disait justement, c'est qu'effectivement, avec tous les déchets qu'il y a dans la rue, effectivement, ils se prennent les pattes, ils se coupent Ah les ouais, pattes, ouais, c'est ça. ils mangent des choses. Donc, Alors effectivement, c'est opposé comme ça, mais ils vont pas. Ça, c'est pigeon, ça? Ouais, ça c'est Ah, pigeon. vous avez raison, ils ont 3 et 1. Bravo. Mais ils vont pas agripper quand ils se perchent. Je pose. Ouais. D'accord. Repose. D'accord. Voilà. On ira au jardin d'acclimatation. On va voir les différences. Non. Donc, pour les sauterelles, kol sheyeshlo arba raglaim ve'arba kenafaim, arba regalim ve'arba kenafim, parce que c'est pas un duel. Les kartsulim, donc pour les sauterelles, parce qu'il y a des sauterelles cachères, il faut qu'elles aient 4 pattes, 4 ailes, qu'elles aient des genoux, en fait, c'est ça, des kartsulim. Oui, c'est ça, c'est les 6e pattes pour nous. Enfin, parce que pour nous, les sauterelles, on est obligé qu'elles sont 6 pattes, puisque ce sont des insectes. Oui, et en fait, ça, il y a 4 pattes plus 2 grandes pattes qui sont en fait des grandes cuisses, quoi. Et il faut que les ailes elles couvrent la majeure partie du corps. Ouais. Ok, on finit la Mishnah et on arrive. C'est bon? Ouais, ça marche. De toute façon, on n'a jamais fini, donc il faut bien faire un moment. Voilà. Là. Rabbi aussi Omer, ou Shmo Chagav. Il faut que, parce que la Torah, elle appelle ça Chagav, il faut que les gens, quand ils appellent ça, ils aient une tradition, ça s'appelle Chagav, quoi. Ou Bedagim, et donc pour les poissons, Kol Sheyeshlo Senapir avec Kaskeset. Donc pour les poissons, il faut qu'ils aient des nageoires et des écailles. Ah ok, mais pourquoi tu m'as pas dit ça comme pour Behema et Chaya, parce que c'est les signes qui sont donnés dans la Torah. Alors, la Mishnah, elle précise
C'est quoi le problème? Pourquoi nageoire et écailles, c'est les signes qui sont donnés dans la Torah. Tu m'as dit au début, je te donne pas les signes pour les animaux, pour les mammifères, parce que je les ai sont donnés. déjà dans la Torah. Alors on l'a dit moi aussi. Alors non, parce que là, on veut introduire des nuances. Parce que d'une part, Rabbi Yehuda, il dit... pardon. Rabbi Yehuda, il dit Shne kaskesim vesanapir echad. Il faut donc qu'il y ait au moins 2 nageoires. 2 écailles. 2 écailles, oui. 2 écailles et une nageoire. 2 écailles et une nageoire. Puisque le verset dit nageoire au singulier et écaille au pluriel. Veloen kaskesim akrivu imbo. Non, tu vois, comme ça. Kaskesim, c'est ceux qui sont fixés dans le corps. Snapirim, aporer baen. Et ces napirs, c'est ce qui pousse d'eux. Donc c'est les écailles. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Oui, il faut 2 écailles et une nageoire. Okay, et après, donc on verra dans la Gemara que ici, on va parler d'un cladoufrate avec 4, et pas 1 ou 2 ou 3 comme on a dit jusqu'à après. J'ai toujours retenu que casquessim, c'est les écailles à cause du bruit casse-casse. Quand tu les écailles, justement. Une seule nageoire. Ouais, ce qui est un peu bizarre. Et en réalité, la Gemara va dire plus loin, la nageoire, on s'en fiche parce que dès lors que tu vois qu'il a des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires. Mais, voilà.